Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je suis Béatrice Bougnol, je suis chef du service culture du quotidien La Croix. Et si nous avons posé cette question, nous avons proposé cette question aux rencontres de Blois, est-il plus difficile de débattre en France aujourd'hui qu'hier? C'est que La Croix est mobilisée depuis un an autour d'une opération pour lutter contre la polarisation en France. Cette opération, elle s'appelle Faut qu'on parle. On va pouvoir vous montrer Voilà, elle vise à faire se rencontrer deux personnes qui ont des opinions opposées et de les faire échanger pendant 2 heures en vrai. Voilà, d'où ce QR code derrière nous et ces flyers devant nous qui peuvent vous permettre, si vous le souhaitez, de participer à ce mouvement citoyen pour lutter contre la polarisation de notre société. Et puis, depuis qu'on a proposé cette question aux rencontres de Blois, eh bien, évidemment, l'actualité politique nous a rattrapés. Et nous nous retrouvons aujourd'hui au terme d'une semaine qui aura souligné la difficulté de discussion entre les partis politiques et entre les partis et le pouvoir exécutif. Et puis au terme d'une année parlementaire qui aura été dominée par les invectives et les blocages à l'Assemblée nationale. Alors ce matin, on va essayer ensemble de sortir un peu de la sidération dans laquelle nous plonge ce chaos politique, en convoquant l'histoire longue, celle des Lumières, l'histoire de l'époque contemporaine aussi, mais aussi la philosophie et la psychanalyse, pour essayer de comprendre nos difficultés aujourd'hui à débattre et à nouer conversation. Entre conversation, justement, et dispute, que signifie débattre ? Existe-t-il un âge d'or du débat auquel on pourrait se référer? Quelles sont les limites institutionnelles ou les ressorts plus intimes de nos difficultés à débattre aujourd'hui? Vivons-nous une crise de la parole? Avec quelles conséquences pour notre démocratie? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder ce matin en votre compagnie à tous les trois. Donc en votre compagnie, Antoine Lilti, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'époque moderne et des Lumières, professeur au Collège de France et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous dirigez aussi la collection L'Histoire au présent aux éditions Flammarion. Vos travaux portent sur l'histoire sociale, culturelle et intellectuelle des Lumières. Vous avez d'abord étudié, c'était votre thèse, je crois, le monde des salons au XVIIIe siècle, puis une forme nouvelle de célébrité dans figure publique. Depuis, votre travail s'est élargi aux héritages multiples des Lumières, avec des ouvrages comme L'héritage des Lumières, ambivalence de la modernité, ou Actualité des Lumières, une histoire plurielle. Et vous venez de publier L'illusion d'un monde commun, Tahiti et la découverte de l'Europe, qui relate les premiers contacts entre Européens et Polynésiens au XVIIIe siècle. Il est question de conversations, mais de conversations imparfaites, marquées par de nombreux malentendus, mais tout de même puissante dans ses effets sur les deux sociétés. On va aussi dialoguer avec vous, Hélène Lelier. Bonjour. Vous êtes philosophe, maître de conférences en philosophie morale et politique à Sorbonne Université. Vous êtes aussi psychanalyste, membre de l'association Lacanienne Internationale. Vous faites partie également du comité de rédaction de la revue Études. Vous aimez vous emparer de sujets inattendus, très divers, complexes ou faussement anecdotiques. Vous avez ainsi traité du voisinage, réflexion sur la coexistence humaine, comme de sa négation la plus radicale, dans Tu haïras ton prochain comme toi-même, les tentations radicales de la jeunesse. Vous avez également traité du retard, dont vous avez fait l'éloge, et plus récemment du vide, auquel vous avez consacré votre dernier livre. Dans cet ouvrage, ce vide qui est en nous, vous proposez donc une réflexion aux croisées de la philosophie et de la psychanalyse pour montrer l'importance cruciale de ce vide et de la distance qu'il permet à nous-mêmes et aux autres. Distance cruciale, vous dites, pour nous, être de parole comme pour notre démocratie. Et enfin, Nicolas Rousselier, bonjour. Vous êtes spécialiste d'histoire politique. Vous enseignez à Sciences Po et à l'École Polytechnique et vous êtes également conseiller de rédaction à la revue Études. Vos recherches portent sur les transformations de la démocratie en France et notamment de la démocratie exécutive entre le 19e et le 21e siècle. Et vous avez notamment étudié cette question dans votre ouvrage majeur « La force de gouverner » qui est paru en 2015.
et qui a reçu le prix Guizot de l'Académie française. Si vous êtes attaché à étudier la genèse du pouvoir exécutif en France, c'est que vous êtes un grand spécialiste du parlementarisme qui avait cours sous la Troisième et la Quatrième République et que vous aviez auparavant étudié dans votre thèse, le Parlement de l'éloquence, la souveraineté de la délibération au lendemain de la Grande Guerre. Depuis quelques années, vous élargissez vos domaines de recherche à d'autres pays, notamment l'Angleterre. Voilà, alors pour débuter notre débat, je vous propose un rapide tour de table, peut-être où chacun d'entre vous peut qualifier de quelques mots l'état du débat en France. Je commence peut-être par vous, Hélène. Je dirais que ce qui frappe, c'est que le débat est de plus en plus brutal, qu'il doit aller très vite, ça va en accélérer. Donc, qui dit accélération dit simplification. Et cette simplification, à son tour, induit nécessairement une polarisation dont on a vu à quel point elle est outrée et qu'elle suscite évidemment des tentations haineuses en direct ou bien sur les réseaux sociaux. Nicolas, à votre tour. Oui, moi je dirais que le débat a été en quelque sorte expulsé de la sphère politique, en tout cas surtout de la sphère parlementaire, où il régnait autrefois en maître, ce qui pourrait nous faire glisser dans un pessimisme noir. Mais d'un autre côté, le débat peut revenir, expulsé par la porte, il peut revenir par la fenêtre, pas au Parlement, mais finalement dans l'extérieur de la sphère institutionnelle, par exemple certains types de politiques publiques, des conventions, voilà. Donc la question, ce n'est pas la mort du débat, mais plutôt une sorte d'exfiltration et transition vers d'autres sphères. Et peut-être de métamorphose, donc. Voilà. Antoine Lilti. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a à la fois, effectivement, on voit bien une polarisation et une faiblesse actuelle du débat politique. On a une inquiétude très grande qui vient d'une partie du champ médiatique où, au fond, on a plutôt des simulacres de débat. Je pense qu'on va y revenir. Le problème, c'est le terme même de débat. Qu'est-ce que c'est qu'un débat? Est-ce qu'un débat est un dialogue ou est-ce qu'il est une mise en scène, une théâtralisation des différents? Mais néanmoins, je pense qu'il ne faut surtout pas être trop pessimiste, et notamment en France, aujourd'hui encore, il y a, je crois, une appétence très grande pour le débat. D'ailleurs, le fait que vous soyez si nombreux aujourd'hui le montre. Et je pense que une des choses qui peut faire espérer, c'est qu'il y a encore des grandes possibilités d'interférence de débat entre le champ intellectuel et scientifique, le champ médiatique et le champ culturel. Je prends juste un exemple, je ne vais pas être long, mais prenons par exemple l'attaque Zuckman. Voilà un travail qui a été fait quand même par un universitaire, un économiste, et chacun pense ce qu'il veut du bien fondé de l'attaque Zuckman, mais voilà un travail et qui s'est imposé à la fois dans le débat public, dans le débat politique, avec parfois certaines formes d'outrance, mais néanmoins un vrai dialogue et avec des échanges d'arguments. Et donc, je pense qu'il y a quand même des raisons d'espérer sur la possibilité encore d'espace de débat en France. Donc merci beaucoup. On va effectivement essayer de se trouver des raisons d'espérer et de voir ensemble comment on peut renouer avec une qualité de débat et de conversation. Mais on va commencer quand même, et notamment grâce à vous, Nicolas Rousselier, par examiner un peu la crise du débat dans laquelle nous nous trouvons, puisqu'en fait vos travaux effectivement résonnent énormément avec la situation actuelle. J'ai relevé cette phrase dans l'ouvrage que vous avez écrit donc en 2015, donc il y a 10 ans, La force de gouverner. Vous écriviez « Dans la perspective républicaine, les parlementaires ont pour tâche de faire surgir, par l'échange des opinions et par la dynamique du régime de la discussion, les volontés de la nation. » Alors j'ai envie de vous demander, ce régime de la discussion, est-ce que c'est ça que nous avons perdu aujourd'hui? Et si oui, depuis quand? Alors, très clairement, il y a un changement dans la modalité même du débat parlementaire. Quelques éléments concrets que j'ai notés. Prenons, bien sûr, ce n'est pas un hasard, le vote du budget, par exemple, sous la Troisième République. Alors, c'est vrai que de temps en temps, ils n'y arrivaient pas avant le 31 décembre. À ce moment-là, il y avait des 12e provisoires. Mais enfin, ils y arrivaient quand même beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Je prends 1881, 400 voix qui votent pour
la loi finale, la loi de finances, contre une centaine d'oppositions monarchistes. Si je prends les 2 guerres mondiales, le vote du budget 1914, donc qui est voté à l'automne 1913, vous avez 450 qui votent pour et 50 contre. Si je prends le budget de 1939, voté en 1938, c'est Daladier, 400 qui sont pour, 80 qui sont contre. Ça veut dire ici, vous avez une indication du fait que le débat sur la loi de finances prenait plusieurs mois. Je répète, parfois il n'arrivait pas, il ne délivrait pas, et c'est important de le noter, mais il construisait non seulement le texte de la loi de finances, mais en plus, il agrégeait avec lui, au fur et à mesure des débats, des ralliements et donc des majorités qui sont beaucoup plus que le fait majoritaire type 5e République. Parce que, par exemple, les 450 à la veille de la Première Guerre mondiale, qui laissaient en opposition une cinquantaine, la cinquantaine, évidemment, c'était notamment les SFIO, les socialistes de l'époque, mais 450, ça représente la droite, le centre-droit, le centre-gauche, plusieurs types de groupes parlementaires. Deuxième exemple, les débats d'interpellation. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé important de dire aux étudiants dans les cours. Rappeler ce qu'était un débat d'interpellation. C'est une longue histoire qui vient même du début du 19e siècle. Je reste sur ma République préférée, la Troisième République. Je prends l'exemple de la fameuse crise du Tonkin, qui a amené la chute de Jules Ferry, notamment par une interpellation de Clémenceau. Plusieurs journées ont été consacrées à cette crise. Cette crise, ça n'est pas rien, puisque c'était la question coloniale de la conquête du nord du Vietnam, et à travers elle, mettre sur la sellette l'ensemble de la politique coloniale voulue par Jules Ferry. Et Jules Ferry tombe à cause de cette interpellation. Je prends, alors c'est la revanche cette fois-ci, un match retour en 1909, longtemps après. Donc j'ai peut-être pas dit la date, hein, Tonkin c'est le mars 1885. Donc 1909, là c'est Clémenceau qui est au pouvoir. Il fait face à 3 interpellations, dont l'une porte sur la gestion qu'il fait des grèves ouvrières, une gestion, disons, un peu répressive, et 3 interpellations, et là ça dure 2 semaines. Autrement dit, on prend le temps de vider l'abcès. Les orateurs ont le temps, évidemment, d'avoir des discours suffisamment longs pour développer leurs arguments, avec aussi des interruptions qui créent un match un peu de ping-pong et qui obligent, au fond, le président du Conseil, le Premier ministre de l'époque, à l'époque, il y avait un président du Conseil, et donc qui l'oblige à, effectivement, aller au fond de l'interpellation par cette pression qui était mise, puisque à la fin d'un débat d'interpellation, vous aviez un vote, en fait il y avait même des votes intermédiaires, mais en tout cas il y avait toujours un vote à la fin qu'on appelle vote sur l'ordre du jour. Et cet ordre du jour, c'était 1 ou 2 lignes qui indiquaient la confiance, qui indiquaient la confiance, et qui étaient donc, les débats d'interpellation étaient l'occasion de faire chuter un gouvernement. Donc, dans cette République du Parlement, il n'y a pas de limite, aucune limite sur le temps de parole. La seule limite, ça peut arriver à des profs, la seule limite, c'est le chahut des députés. Et à ce moment-là, vous aviez un petit malin qui proposait un vote de clôture. Mais le vote, évidemment, comme le nom l'indique, appartient aux députés. Donc si les députés estimaient que Clémenceau n'avait pas suffisamment donné de biscuits pour s'expliquer sur sa politique, à ce moment-là, on ne votait pas la clôture. Mais s'il y avait une majorité solide pour soutenir le gouvernement, éventuellement même pour empêcher que le débat soit trop long ou trop profond, pour protéger le gouvernement, on pouvait voter la clôture, une sorte de 49-3 du débat d'interpellation. Donc je dis ça pour bien montrer qu'il y a les deux choses. Il y a la nourriture, le temps qui est laissé au débat, mais il y a aussi de la politique, plus si vous voulez côté Machiavel, où on peut empêcher le débat. Les deux choses existaient. Alors évidemment, par contraste, aujourd'hui, c'est très différent. Et juste pour terminer là-dessus, Béatrice, ça indique une chose, pour le dire en termes un peu plus conceptuels, le mot est un peu fort, que en fait, dans la République du Parlement, une loi, la loi de finances, la loi de séparation des églises et de l'État, la politique étrangère, est définie comme fruit d'une délibération. Donc ici, le débat se pose comme une méthodologie de la décision. Et ça n'est pas un ornement, ça n'est pas le plaisir de faire un discours
par exemple, qui va se terminer à coup sûr par un vote de défiance. Vous voyez la référence que j'ai, qui est récente. Non, là, c'est un débat comme, en quelque sorte, étapes l'une après l'autre pour aboutir à une décision. Alors là, nous nous situons effectivement dans cette méthodologie parlementaire que vous venez de décrire très précisément, Nicolas. Mais les divisions qu'on observe aujourd'hui et qui aboutissent souvent effectivement à des blocages au sein de l'Assemblée, elles sont aussi également le reflet en fait des divisions qui traversent la société française. Donc tout ça pour dire qu'on ne peut pas traiter de la crise du débat uniquement effectivement en parlant de nos représentants politiques. Et là, je me tourne vers vous, Hélène Lelier. Déjà, parce que je sais que cette question du temps, et vous avez commencé par dire que le débat a été accéléré aujourd'hui. Donc, je sais que cette question du temps est très importante pour vous, mais aussi pour vous poser cette question-là, c'est-à-dire au-delà, effectivement, de la méthodologie que vient de rappeler Nicolas et qui concerne les parlementaires, comment vous expliquez avec votre regard de philosophe et de psychanalyste les difficultés qui sont dans la société française aujourd'hui aussi et qui empêchent un débat serein? Et je crois que la difficulté, effectivement, vous venez de le dire, elle vient en partie du manque de temps. Vous savez, je suis toujours frappée. Dans le débat intellectuel, il se trouve que, voilà, j'ai entendu un jour un débat entre Raymond Aron et Michel Foucault, qui a eu lieu en 1967. Hein, c'est pas l'Antiquité, c'est à peine 60 ans, même pas 60 ans. Et on imagine aujourd'hui, dans le débat intellectuel, qu'un disciple d'Aron, un disciple de Foucault en face à face, peuvent pas discuter de manière pacifiée, et puis ça va tout de suite très très vite à l'essentiel, aux enjeux. Là, on est frappé. Cet effet d'étrangeté, je me suis demandé souvent, mais à quoi tient-il? Alors d'abord, effectivement, il se donne le temps, 20 minutes. C'est disponible sur YouTube, tout le monde peut l'entendre. C'est pas urgent, il n'y a pas d'urgence. Ensuite, deuxièmement, c'est extrêmement courtois et poli. Et ça donne un effet, mais ça procure un effet d'étrangeté. Je dirais, Aron remercie Foucault pour sa gentillesse. Et puis, alors, chacun cherche à comprendre la logique de l'autre. C'est pas moi, je vais vous expliquer mon idée, ma pensée, moi. C'est j'ai lu votre livre, j'ai compris ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est presque cette phrase, cette question revient à plusieurs reprises. Êtes-vous d'accord? Accord ou désaccord? Enfin, on rêve, on croit rêver. D'abord, de prendre le temps, effectivement, de vérifier si l'autre suit, et puis de creuser le désaccord. C'est pas du tout pour chercher un consensus superficiel, il n'y en a pas. Hein. Mais c'est d'abord pour promouvoir une forme de relativisme de lecture dans l'histoire, de l'histoire des idées, en l'occurrence, savoir si Montesquieu est sociologue ou pas. Mais ça a beaucoup d'enjeux. Enfin, c'est une question qui comporte beaucoup d'enjeux. Mais je veux dire que c'est pris hein, dans cette forme-là de discussion qui permet d'approfondir la conception même de l'histoire des idées. Donc ça, déjà, c'est extraordinaire. À la même époque, je me souviens que Maurice Grimaud, que j'avais interviewé un jour en 2003, m'avait dit qu'il regrettait l'époque où on pouvait discuter avec les manifestants et se souvenait, était encore marqué dans sa vieillesse par certaines conversations avec Daniel Cohn-Bendit. Il y avait des échanges, il y avait des discussions, là encore, pas de consensus entre le préfet de police et le manifestant, mais néanmoins des échanges, je ne sais pas pour Daniel Cohn-Bendit, mais en tout cas, Grimaud était marqué par ça. Alors voilà, je ne veux pas non plus être exagérément pessimiste. De toute façon, si on revient quelques années encore en avant, je repense toujours
à ce que Zef Sternel met en avant concernant le début de ce siècle, c'est-à-dire ce siècle qui a vu dans les années 30 émerger le socialisme au pouvoir avec Léon Blum, mais qui en même temps était le siècle des ligues et d'un débat extrêmement venimeux, extrêmement violent, extrêmement haineux dans l'espace public. Donc comme Freud, je dirais que les deux bords dans une société s'entrelacent toujours, hein, ce qui va du côté de la déliaison et de la haine, et puis ce qui va du côté du dialogue. Les deux s'entrecroisent, mais il y a des moments où une polarité est plus forte que l'autre. Oui. Je voudrais juste ajouter une chose, mais c'est exactement ce que Hélène Leuillet vient de dire à la fin. Quand je parle du parlementarisme de la Troisième République, le type de débat, ce n'est pas du tout un débat Raymond Aron, Michel Foucault, je l'ai écouté, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des attaques, il y a des choses trappes, il y a des choses qui se passent évidemment en dehors de la séance, dans les couloirs, il y a des demi-mensonges, il y a des invectives, il y a des injures, des mensonges par omission. C'est ce que fait Jules Ferry à propos du Tonkin. Mais Clémenceau exagère l'ampleur de la défaite de Lanxon, qui était en fait arrivée par une dépêche. Donc en fait, il ne faut surtout pas imaginer un débat entre philosophes dans le débat parlementaire. Donc ça marchait, mais ça marchait avec, si vous voulez, toute la panoplie machiavélienne, on peut dire, du pouvoir. Alors justement, comment ça marchait le débat? Est-ce que le XVIIIe siècle peut apparaître un peu comme un âge d'or, au sens où il y avait un idéal de la conversation que vous avez bien étudié, Antoine Lilti, comme je le rappelais, à la fois dans le cadre des salons et puis après dans le cadre de l'espace public, puisque au moment des Lumières, cette conversation sort des salons et gagne l'espace public. Mais il me semble que vous avez quand même montré effectivement que, comme viennent de le souligner Hélène et Nicolas, déjà, il y avait une complexité dans cet art de la conversation qui n'empêchait pas une difficulté à échanger sur les désaccords. Oui, alors exactement. Peut-être. Alors je vais répondre à la question, mais avant de répondre à la question, je vais faire comme dans les débats politiques. Donc avant de répondre à la question, je viens moi aussi réagir un instant parce que je ne savais pas que vous alliez citer ce débat Foucault-Aron, mais ce qui est très intéressant, c'est que on voit aussi que on peut dire mais autrefois, enfin à cette époque-là, il y avait des vrais débats. On peut dire qu'aussi à chaque moment, il y a des gens qui respectent une éthique du débat et d'autres qui se polarisent. Parce qu'au même moment, dans les années 60, c'est très facile de trouver des débats intellectuels où les gens s'invectivent, s'insultent. Il y avait une polarisation avec encore la puissance du Parti communiste qui était importante, avec de l'autre côté des formes. Donc il y avait aussi des formes extrêmement violentes de polarisation. Et c'est très intéressant parce que alors Aron, on le connaît, c'était un libéral qui était quand même extrêmement à l'écoute. Et quant à Michel Foucault, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelqu'un, aujourd'hui justement une partie de penseurs réactionnaires en ont fait une sorte d'épouvantail, mais c'était quelqu'un qui avait justement une éthique de la discussion intellectuelle. Il écrit en 1984 un très beau texte que je vous conseille sur cette question de justement du débat intellectuel, qui s'appelle Polémique, politique et problématisation, contre la polémique. Et donc il disait qu'il détestait la polémique, qui était la forme, en fait, frelatée du débat. Il dit la polémique, c'est le moment où, justement, les gens arrivent convaincus de leurs idées, de leurs certitudes, et n'essayent pas vraiment de dialoguer, ils essayent de vaincre un adversaire, ou au mieux de le convaincre. Alors qu'il disait, le vrai dialogue intellectuel, c'est exactement ce que vous décriviez dans le débat avec Aron, c'est celui où chacun reconnaît l'autre comme un partenaire dans la recherche commune de la vérité. Et donc, au fond, ce qu'on appelle débat, c'est-à-dire l'échange d'arguments, peut être soit du côté, en réalité, de la polémique déguisée en débat, chacun arrive et n'a pas l'intention un instant de bouger de sa position, et puis ça peut être un véritable dialogue. Alors, je réponds quand même à la question. Oui, la conversation, ça fait maintenant 2 siècles et demi que dans la culture française, il y a cette nostalgie et ce mythe de la conversation comme pratique sociale et culturelle raffinée du langage, telle qu'elle s'est développée dans les salons en
du XVIIe au XVIIIe siècle. Alors c'est vrai que dans toute une série d'espaces sociaux qu'on réunit sous le terme de salon, il y avait des règles de courtoisie, des règles de politesse, des règles de civilité. On ne devait pas contredire, on devait on ne se sortait d'un désaccord que par un bon mot, mais un bon mot qui justement ne devait pas être blessant. Les bons mots blessants, c'était pour les absents. On ne faisait pas des bons mots blessants sur les gens présents. Donc, il y avait comme ça des règles de civilité et de courtoisie. Et après la Révolution, toute une série notamment d'intellectuels au départ, ont un peu mythifié, justement, face à la polarisation et à la violence du champ intellectuel et politique de la Révolution, se sont mis rétrospectivement à faire de cette conversation mondaine, la conversation des salons, un modèle possible du débat intellectuel. Mais néanmoins, il faut faire attention à la part, disons, effectivement, de reconstruction et de mythe. Il faut bien voir que cette conversation, d'abord, elle est socialement très spécifique, c'est-à-dire qu'elle n'est permise que dans un entre-soi des élites, et en fait essentiellement des élites aristocratiques, qui reçoivent chez elles, des écrivains, des artistes, des philosophes, mais dans un monde qui est un monde quand même de l'entre-soi des élites. Et deuxièmement, c'est pas vraiment en réalité un espace de débat, l'espace de la conversation mondaine du XVIIIe siècle, puisque c'est pas un espace où on doit véritablement confronter des opinions. C'est pas le débat Aron-Foucault. C'est en fait c'est une performance sociale, une performance collective qui doit d'abord divertir, qui doit plaire. Alors ça peut permettre effectivement un certain enrichissement culturel et intellectuel mutuel, mais c'est avant tout une performance sociale et esthétique bien réglée. Et puis, dernier point que je veux développer, c'est qu'il ne faut surtout pas il faudrait pas que ce mythe de la conversation, même s'il a effectivement des aspects tout à fait charmants, masque ce qui était la violence aussi du débat intellectuel au XVIIIe siècle. Parce qu'en dehors des salons, les désaccords, les confrontations, et donc ça passe par ce qu'on appelait à l'époque les querelles littéraires, les polémiques intellectuelles, à coups de pamphlets, à coups de coups bas. Alors ça, on pourrait prendre des dizaines d'exemples, mais pour faire vite, un exemple que tout le monde connaît, évidemment, c'est Rousseau et Voltaire. Eh bien, Rousseau et Voltaire, mais... Alors tout le monde sait qu'ils n'étaient pas contents, qu'ils s'écrivaient des méchancetés, mais c'est d'une virulence et parfois d'une méchanceté que vous imaginez mal. Voltaire va jusqu'à écrire des pamphlets qu'il signe du nom de Rousseau contre Genève pour lui nuire. Puis ensuite, il écrit un autre pamphlet pour révéler les secrets cachés de la vie privée de Rousseau, et notamment cette fameuse histoire des enfants abandonnés. N'oubliez pas que c'est Voltaire qui l'a révélé dans un pamphlet anonyme. Alors vous imaginez ce genre de pratique aujourd'hui entre des philosophes en vue, on dirait, mais alors ça y est, c'est plus possible, on a atteint les bas-fonds du débat intellectuel. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait cette conversation dans les salons, c'est vrai aussi que la vie intellectuelle pouvait être d'une grande virulence et méchanceté dans l'espace écrit. Donc, vous l'avez dit, à la fois, le débat, c'est l'éloquence dans les salons, et puis c'est effectivement ces controverses écrites. Et j'aimerais qu'on avance ensemble en creusant un peu cette question de l'usage du langage et comment le langage aussi a pu changer peut-être ces derniers temps. J'en reviens à vous, Nicolas Rousselier, puisque parmi les ouvrages que j'avais cités au début, il y a celui que vous avez écrit sur l'éloquence parlementaire. Dans l'analyse que vous aviez faite de cet art de la parole, en quoi consistait-il et qu'est-ce qu'il permettait, qu'est-ce qu'il apportait au débat? Quand on parle d'éloquence parlementaire, est-ce qu'il y avait quelque chose là qui nous manque peut-être aujourd'hui? La première réponse qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que l'art de l'éloquence dans cette classe politique des années 19e siècle et encore longtemps dans le 20e siècle avait des lieux de formation. Avait des lieux de formation, des filières de formation
notamment ce qu'on appelle la conférence du stage pour les avocats. Les avocats étaient évidemment très représentés. On parle ici de la République des avocats, et l'autre surnom qu'on a donné, c'est la République des professeurs. Donc les uns comme les autres sont censés savoir parler en public. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y avait la conférence Tocqueville, la conférence Mollet. Donc en fait, des lieux de parlotte, on disait parlotte, pour s'entraîner publiquement et beaucoup plus dans la polémique, la controverse. En écoutant Antoine Lilti ou Hélène Leuillet, moi je suis frappé par le fait que là, dans la Troisième République, Quatrième République, quand ça se passe encore sous la Cinquième République, on parle vraiment de délibération par la polémique, beaucoup plus que par une sorte de conversation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre... oui, il faut quand même le dire, de temps en temps, même si on marche un peu dans les plats comme ça d'un mythe, il faut quand même passer sur... on peut utiliser ce mot de âge d'or du Parlement et âge d'or de l'éloquence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis depuis le tout début de la Ve République, ça commence dans les années 70, on a créé les CAG. Je prends un élément de langage et un acronyme du milieu politique parisien. Les questions au gouvernement. Questions au gouvernement de 2 minutes. La discussion sur la loi de finances est aussi extrêmement rationnée. On parle de parlementarisme rationalisé. On ferait mieux de dire, comme les tickets de rationnement après la Deuxième Guerre mondiale, de parlement et d'éloquence rationnée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est que, fondamentalement, sous la Ve République, on demande à la majorité, quand elle existe, quand elle est un fait majoritaire, d'apporter la preuve qu'elle soutient le gouvernement. C'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement qui vient chercher dans le débat parlementaire le fruit de la discussion, c'est qu'en fait, la seule chose à quoi sert à ce moment-là, dans les débats les plus importants, à quoi sert le fait majoritaire, c'est d'apporter ce soutien, d'être le supplétif du gouverné. Donc c'est vraiment une inversion de la charge de la preuve dans la discussion. Et puis, la deuxième chose qui s'est passée, on le voit très bien en ce moment, c'est l'empire de la nécessité. Parce que le mythe républicain, 3e, 4e République, encore un peu la 5e République, qu'on retrouve dans les expressions comme la nation assemblée, la représentation nationale, le mythe de la République, c'est effectivement l'expression de la volonté. Une volonté qui se forme dans l'Assemblée. Si possible, en quelque sorte, parfois la grâce peut tomber, ça s'appelle chez Rousseau la volonté générale, ou quand ça n'est pas une volonté générale qui réussit à créer des majorités très larges, au minimum, c'est ce qu'on appelle la volonté nationale. Donc Karen Malberg définit, c'est célèbre, la loi comme l'expression de la volonté nationale ou la volonté générale. Bon, en fait, la période que nous vivons, et c'est lié à l'accélération, c'est que la nécessité remplace la volonté. Donc quand on vous dit il faut trouver 40 milliards, c'est une espèce de deus ex machina qui est extérieur au débat, qui tue le débat à l'avance, puisqu'on vous dit c'est ça et c'est pas autrement. Bon, alors d'autres peuvent dire, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, peuvent dire taxe Zuckman. Est-ce qu'il y a eu un débat digne de ce nom pour faire circuler la taxe Zuckman dans nos esprits? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression qu'il y a un peu, on est dans cette maison qui s'appelle comme ça, il y a eu un peu de la magie qui nous a présenté la taxe Zuckman. Là aussi, sous le coup de la nécessité, parce qu'on s'est dit, il y a 20 milliards, en fait personne n'en sait rien, il y a 20 milliards qui sont à notre disposition. On prend les poches des ultra-riches. Donc, moi, je trouve que l'accélération et l'empire de la nécessité tuent le débat et la magie remplace le débat. Hélène Leuillet, je pense que cette question de la crise du langage, vous l'avez tout à fait identifiée également. Et en préparant cette table ronde, vous avez eu cette phrase que je trouve très intéressante, c'est « On peut être tous, à un moment, la personne avec laquelle il n'est plus possible de débattre ». Voilà. Comment vous définissez cette crise du langage ? Oui, merci. C'est effectivement le langage en lui-même qui est en question. Et là aussi, si je peux me permettre de rebondir un peu, de revenir un peu en arrière, je dirais qu'il y a peut-être 3 éléments là qui aujourd'hui nous posent la question de ce que c'est que discuter ensemble. Il y a des choses qui sont anciennes et il y a des choses qui sont peut-être un peu plus nouvelles. Les choses anciennes, il est vrai qu'il y a ce que le philosophe Axel Honneth nomme la société du mépris, c'est-à-dire la lutte des égaux. Égaux,
j'ai des moi, la performance que chacun veut accomplir lorsqu'il se présente en public, hein, et qui donne une concurrence généralisée. Et là, je reviendrai effectivement à Rousseau. C'est vrai que Rousseau est un des premiers à avoir analysé cela. Il a écrit un texte qui s'appelle Narcisse, sous l'amant de lui-même, et on sait la critique acerbe qu'il avait contre les salons où il s'ennuyait, où il ne savait pas comment bouger, dit-il. Et le discours sur les sciences et les arts, c'est notamment, hein, le premier discours de Rousseau, une critique notamment des salons que reprend Hegel dans la phénoménologie de l'esprit pour dire, voilà, c'est le brillant plein d'esprit dans les salons, mais au fond, c'est une analyse qui ne sert qu'à vouloir tuer les autres. Hein. Et dans le débat Voltaire-Rousseau, c'est quand même Voltaire qui a voulu tuer Rousseau. Dans les Confessions, écrites justement pour répondre, hein, au pamphlet de Voltaire, révélant l'abandon des enfants, c'était la chose la plus douloureuse pour Rousseau, hein, qui était, bien, il dit, voilà, hein, je veux dire, j'adorais Voltaire, je me délectais de ce qu'il écrivait. Donc, il pointe ce narcissisme dans la culture, qui n'est pas nouveau, hein, mais qui affleure plus ou moins à certains moments. En ce moment, il est très fort. Il y a une deuxième chose, c'est effectivement la haine, les insultes, les invectives. Donc, effectivement, comme vient de le rappeler Nicolas Rousselier, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des moments où le débat public est particulièrement haineux, mais on est effectivement à nouveau dans un moment comme celui-ci. Et puis, il y a ce que j'appelle, à défaut d'autres termes, une sorte de détricotage du langage. Et ça, c'est plus nouveau, parce que c'est quand même l'effet de la communication dans les arts de gouverner. La grande tradition des arts gouvernés, aujourd'hui, ce sont les techniques de communication. Et c'est absolument pas un secret, c'est pas un mystère, c'est avéré, ça fait partie de la formation des politiques. Et ça change énormément de choses concernant la façon dont on envisage le fait de parler. Alors, évidemment, ça peut être mis au service du narcissisme et de la haine, mais pas seulement. Ça fonctionne un peu en interne, puisque à partir du moment, par exemple, où ce qui compte, c'est l'effet de ce que je vais dire plus que ce que je vais dire. L'effet d'annonce plus que l'action qui, elle, ne viendra pas forcément. Mais à partir de ce moment-là, c'est presque le lien entre le signifiant et le signifié qui est mis en question. Et là, ça détricote complètement le débat, puisque à partir de là, on voit bien d'ailleurs sur certains débats télévisés, même de bonne facture, comment il suffit que quelqu'un ait dit un mot qui accroche, c'était pas le mot qu'il fallait dire, il y a un effet, et plus rien ne devient audible. Et d'où ce qu'on entend, effectivement, moi, là, je préfère pas discuter. Là, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas discuter. Bref, on en arrive au silence. On préfère se taire parce qu'il y a des choses dont on ne peut plus parler. Alors que justement, parler des sujets qui fâchent, c'est ça, parler. Mais aujourd'hui, presque, ça paraît honnête, ça paraît éthique de dire « Oh ben non, là, le repas de famille, là, on ne va pas parler politique. Non, on ne parle pas. On préfère ne pas parler. » Voilà, ouais. Où on dit « j'entends ce que vous me dites », mais pour précisément ne pas en tenir compte. Donc voilà, les limites de l'audible, aujourd'hui, eh bien, elles sont vraiment très, très restreintes. Et dans ce champ, donc en fait, il y a aussi ceux qui n'osent plus parler, comme vous venez de le dire, Hélène, et puis il y a ceux qui brutalisent le débat, qui ont intérêt à brutaliser le débat. C'est vrai aujourd'hui, mais c'était déjà vrai au 18e, Antoine Lilti, puisque l'espace public, donc on a vu avec vous que c'est la grande affaire quand même des Lumières, et dans cet espace public, il y a des gens qui pensent différemment, mais il y a aussi des gens qui, dès cette époque, sont là pour finalement tuer le débat, si on peut le dire comme ça, et qui n'ont pas comme objectif de construire un débat qui pourrait être virulent, mais qui pourrait au moins aboutir à une solution quelconque. Ceux-là sont là vraiment pour brutaliser le débat. Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement cette idée même, cet idéal du débat, il a une histoire, hein, parce que quand on critique l'état du débat, on le fait comme on vient de le faire là, par rapport à un idéal du débat qui serait cet idéal qu'on appelait l'idéal de l'espace public, c'est-à-dire l'idée que tout le monde pourrait échanger des arguments, parler de tout,
c'est l'argument de la publicité de tous les sujets, y compris des sujets politiques, religieux, et en parler librement et en parler de manière en échangeant des arguments rationnels et non des invectives. Et ça, c'est un idéal qui est au cœur de la pensée des Lumières, puisque le principe même des Lumières, c'est l'idée que si le savoir est diffusé, que les gens peuvent discuter librement, eh bien, chacun deviendra plus autonome et la société sera capable de penser par lui-même et les sociétés deviendront plus justes et les êtres humains deviendront plus heureux. Alors, on peut penser que c'est un optimisme excessif, mais disons que ça, c'est le cœur de la notion même de lumière. C'est l'idée qu'il y a des savoirs qui vont circuler et pour qu'ils circulent, il faut la liberté d'expression et il faut la capacité, chacun, de se hisser à un certain niveau de rationalité. Donc, c'est pas Hegel, là, cette fois, c'est Kant, vous le savez bien. Et donc, c'est évidemment ce modèle par lequel Immanuel Kant, donc le grand philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, va définir l'Aufklärung, les Lumières, et que Jürgen Habermas, philosophe allemand contemporain, a caractérisé, défini sous le terme d'espace public. Et quand Habermas parle d'un espace public qui se serait développé au XVIIIe siècle, c'est un idéal normatif fondé sur les principes des Lumières. Mais ce qui est important, c'est qu'en réalité, la plupart des écrivains, des philosophes des Lumières étaient pas du tout des optimistes béats et naïfs, et voyaient bien qu'en réalité, cet espace public était aussi, dès le XVIIIe siècle, déjà une menace. Et qu'il était déjà très largement menacé, effectivement, par toute une série d'individus qui étaient des polémistes, qui étaient des démagogues, et qui utilisaient justement l'ouverture de l'espace public, non pas pour éclairer, non pas pour dialoguer, mais au contraire pour essayer de séduire le public en leur vendant des fausses solutions. Et c'est pour ça qu'il y a dans la pensée, dans les écrits des Lumières, en réalité, à la fois cet optimisme et en même temps une très grande anxiété à l'égard d'un espace public qui serait effectivement brutalisé, qui serait aux mains de ces figures que sont les démagogues. Et surtout, il y a un terme qui est très important du XVIIIe siècle, qui est celui de charlatan, avec cette idée qu'on a des individus, Condorcet dit « toute société est éclairée par des philosophes ou trompée par des charlatans ». Et donc cette idée qu'il y a des gens qui vont profiter du fait qu'il y ait de nouveaux médias, qu'il y ait des journaux, qu'il y ait plus de liberté d'expression, pour au contraire transformer le débat public en une sorte de foire des narcissismes et surtout en tirer profit parfois économiquement, vendre des mauvais livres. Et ça aboutit à une inquiétude, un pessimisme qu'on trouve de plus en plus à la fin du XVIIIe siècle chez un certain nombre d'auteurs qui disent, au fond, cet espace public de la liberté générale, il risque très vite de devenir un espace qui abuse de la crédulité du public. Et alors là, ça devient quelque chose de nouveau. C'est plus simplement la question de ceux qui brutalisent le débat. C'est plus seulement la question du fonctionnement même du débat. C'est l'idée que peut-être que ceux qui assistent au débat ou qui y participent, au fond, préfèrent des polémiques divertissantes que des débats vraiment enrichissants. Et puisque Rousseau a l'air d'être le héros du jour, Rousseau, à la fin, dans un de ses textes, dit « Le public est trompé, je le vois, je le sais, mais il se plaît à l'être et n'aimerait pas être désabusé. » Et donc là, il y a quelque chose de nouveau, c'est pas simplement « peut-on encore débattre », mais « a-t-on envie de débattre » ? A-t-on envie qu'il y ait des débats ou est-ce que finalement on prend plaisir collectivement? On dit tous, oui, on aime le débat, mais qui écoute les émissions de débat où les gens prennent le temps d'échanger très lentement des arguments? La tentation d'avoir des débats un peu plus vifs et un peu plus rapides. Et on peut tous s'interroger sur cette appétence en réalité collective pour la polémique plutôt que pour le débat. Et c'est une inquiétude qui était déjà présente au XVIIIe siècle. Hélène Lelier, vous voulez sans doute réagir et peut-être avec vous, on peut passer au dernier temps de ce débat et réfléchir à partir de cette intervention d'Antoine Lilti sur les conditions en fait d'une véritable conversation
à partir de ces exemples, en fait, qui, dès le 18e, sont effectivement parfois décevants. Oui, tout à fait. Mais peut-être que justement, pour être moins déçu, il faudrait remplacer le terme d'idéal par celui de norme. Parce que chez Kant, l'idéal, c'est un rapport à l'imagination. Et lorsque, par exemple, dans la critique de la faculté de juger, il énonce les maximes du sens commun, penser toujours par soi-même, penser en se mettant à la place de tout autre, deuxième maxime, et troisième maxime, toujours penser en accord avec soi-même, donc la pensée sans préjugés, la pensée élargie, et la pensée conséquente, eh bien, il énonce ces maximes du sens commun qui sont des normes. Hein, ce n'est pas un idéal. Et il dit non seulement ça peut se faire, mais dès lors qu'on juge, que ce soit le jugement esthétique, le jugement téléologique ou le jugement politique, eh bien, on fait ça. Et c'est très important parce que, voilà, petit point, la critique de la faculté de juger, c'est aussi le tournant politique de l'œuvre de Kant, c'est-à-dire la fondation conceptuelle de l'idée de république. Alors, voilà ça. Et puis, ces quelques lignes du paragraphe 40 de la critique de la faculté de juger ont eu une résonance après la Seconde Guerre mondiale considérable. La lecture de Hannah Arendt, qui surtout met l'accent sur la pensée élargie, en disant pas de monde commun. Hein, c'est pas la communication, c'est Kant, c'est pas la com, justement, dont je parlais tout à l'heure. C'est véritablement ce qui institue du commun, c'est-à-dire une table, comme ici, dit Hannah Arendt, où il y a à la fois du vide entre nous et puis en même temps une place pour chacun. Et donc, cet exercice de se mettre à la place de tout autre est possible. On peut s'asseoir à une table, ça peut être une table de négociation, quand il faut faire la paix, par exemple, hein, ça aussi c'est actuel, ou bien une table du bon dîner en bonne compagnie, dont parle aussi Kant dans l'anthropologie, qui est pour lui le meilleur, parce que là, le plaisir de la conversation vient se nouer au plaisir de l'oralité, du partage des mets. Et puis, deuxième chose, il y a la lecture de Habermas, effectivement, d'une éthique de la discussion. Et là aussi, ce n'est pas un idéal, c'est une norme. C'est-à-dire qu'Habermas dit, à partir du moment où on se livre à cet exercice de parler avec l'autre de points de vue différents, eh bien, on fait un exercice cognitif d'empathie. Et voilà, c'est là aussi une lecture de Kant. Il dit l'impératif catégorique, l'autonomie, ce n'est pas soi tout seul. C'est dialogique parce que ça tend à l'universel. C'est en soi dialogique. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que peut-être il faut distinguer débat et conversation. Le débat, comme Nicolas Rousselier l'a dit tout à l'heure, a un horizon décisionnel. On a des intérêts différents, on doit négocier, on n'a pas les mêmes idées politiques, donc pour le budget, on va s'affronter, on va discuter, mais c'est là qu'intervient l'éthique de la discussion, la pensée élargie, etc. C'est-à-dire que il faut essayer de se mettre un peu dans la logique de l'autre et de considérer que la demande de l'autre est légitime, hein, quand des syndicats discutent avec le patronat, que la demande de l'autre est légitime, qu'il faut comprendre la logique parce que ce qu'on vise, c'est une décision. La conversation, c'est autre chose. Kant dit encore dans l'anthropologie, c'est l'union du bien-être et de la vertu. Voilà. C'est l'humanité parce que c'est l'union du bien-être et de la vertu. Et ce n'est pas seulement les salons. Il dit toutes les cultures ont des rites de dîner. C'est-à-dire qu'on mange et on parle en même temps. Quand on reçoit des hôtes, eh bien, on parle et en même temps, on déguste quelque chose. C'est-à-dire manger, là, ce rapport à l'oral, eh bien, c'est aussi le plaisir de la conversation. Et alors moi, vraiment, ce que je dis pour répondre à votre question, Béatrice, que je n'ai pas oublié, c'est que, étant donné l'état de déliquescence du débat, quand même. Enfin, en tout cas, je sais pas, moi, je suis très déçue par les débats, très souvent. Pas celui-là. Voilà, c'est l'exception. Vous me rassurez. Mais je pense, mais peut-être parce que ce débat, justement, ça va dans mon sens, c'est un peu une conversation. C'est-à-dire, je pense que peut-être que on peut renouer à partir de la conversation. C'est-à-dire que, voilà, il faut reprendre maille à maille, en quelque sorte. Parce que dans la conversation, on n'est pas engagé pour un camp, par exemple. On est
on est soi, on est tout seul, on fait l'expérience de l'incomplétude, voilà, on rebondit sur ce que les autres ont dit, et il y a un plaisir aussi, j'espère qu'il y a un plaisir à discuter ensemble. C'est-à-dire ça, c'est plutôt conversationnel, et il me semble que le pacte qui rend la démocratie vivante, et effectivement, je suis d'accord, il y a de très belles expériences de démocratie aussi aujourd'hui dans la société, mais ça passe aussi peut-être justement par la parole de voisinage, la parole conversationnelle. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu longue. Pas du tout, c'était intéressant. La parole conversationnelle, donc pour Hélène, j'entends que c'est un peu la condition qu'il faudrait retrouver. On va passer, j'allais dire, par le 18e, encore une fois, avant de terminer avec vous, Nicolas Rousselier, sur cette question un peu de quelles sont les conditions à remettre en place pour avoir plus de conversations réussies. Et Antoine Guilty, je voudrais repartir de votre dernier ouvrage pour ça, parce que, donc, comme je disais, il met en scène, les premiers contacts entre les Lumières et les Polynésiens, et donc une situation finalement d'incommunicabilité, on pourrait dire au départ. Il y a quand même conversation, très imparfaite, mais il y a aussi rendez-vous manqué. Et j'ai envie de vous demander, à partir de ce rendez-vous manqué, qu'est-ce qu'on peut déduire en creux des conditions pour qu'une conversation soit réussie ? Oui, alors il faut juste rappeler, donc effectivement, j'ai étudié dans ce livre les premiers contacts entre Polynésiens et Européens, et notamment des voyageurs polynésiens qui se sont embarqués dès le premier contact sur les bateaux européens, et dont certains sont venus à Paris et à Londres. Et alors c'est intéressant parce que, par exemple, Bougainville, qui ramène à Paris un de ses Tahitiens, Aotourou, dit dans son journal qu'il a eu avec Aotourou des conversations, et que beaucoup des choses qu'il a apprises sur Tahiti viennent de ces conversations. Évidemment, je me suis beaucoup demandé, mais comment est-ce qu'il pouvait converser, sachant que, et là on a la question du langage, sachant que Aotourou ne parlait pas français, et que Bougainville avait appris sur place, mais il y a passé 10 jours, une poignée de mots tahitiens. Et donc, mais visiblement, il y a quand même de l'information. Alors, il faut savoir qu'ils ont quand même passé 1 an sur le bateau ensemble, donc ils ont eu l'occasion d'échanger, sans doute beaucoup par geste. Il y a de la pantomime. Bougainville dit aussi, Aotourou nous a fait comprendre que nous avons cru comprendre, mais aussi beaucoup de malentendus. Mais ce qui est intéressant, c'est que néanmoins, il y a une vraie conversation, il y a des échanges qui ont lieu pendant cette longue période. En revanche, lorsque Aotourou arrive à Paris, et ça va être pareil avec d'autres Tahitiens, un autre Tahitien à Londres, eh bien, il y a à la fois une curiosité très intense autour de lui, mais qui est une curiosité que Bougainville va caractériser comme une curiosité stérile. Ça veut dire quoi, une curiosité stérile? C'est-à-dire justement une curiosité qui reste bloquée sur l'exotisme de l'altérité et qui n'embraye jamais sur un véritable intérêt pour l'expérience qui est celle d'Aotourou. Et là, on voit que, au contraire, le malentendu domine, le rendez-vous est manqué parce que justement les salons parisiens ou les intellectuels parisiens, et même Diderot, au fond, n'arrivent pas vraiment à reconnaître Aotourou comme un partenaire d'une possible conversation. Et c'est pour ça que je vais revenir et je vais maintenir la notion d'idéal, parce qu'évidemment, c'est normatif. Mais ce qui manque, à mon sens, dans ce projet normatif, dans cette vision normative, aussi bien chez Kant que chez Habermas ou même chez Arendt, c'est qu'il existe des conditions. En fait, il existe des conditions sociales, économiques, politiques et culturelles qui permettent cette éthique de la discussion, qui permettent cet idéal républicain, ces normes républicaines, ou en tout cas ce projet républicain. Et tout cela est vrai, mais l'idéal ou le modèle de la commensalité, de la conversation, mais ça implique d'avoir déjà une expérience partagée, ça implique d'avoir des intérêts communs. Donc là, par exemple, évidemment, on a un débat qui est très agréable, très courtois, très civil, mais nous sommes tous les trois universitaires, on appartient au même monde, on est dans un endroit où on est socialisé pour débattre ainsi. Et on a au fond une culture commune, une langue commune, des intérêts communs. Donc à partir de ce moment-là, disons qu'évidemment, ça ne veut pas dire on pourrait très bien se disputer, mais en tout cas la possibilité même d'une conversation est possible. Mais dès lors qu'il y a des intérêts économiques et sociaux qui sont très différents, dès lors qu'il y a des expériences sociales et politiques qui sont très différentes,
dès lors qu'il y a des expériences qui sont différentes. Donc pour pouvoir... C'est pas simplement ce que je veux dire, c'est que c'est pas simplement l'éthique de la discussion ou une éthique normée de la conversation qui permet au débat de s'installer. Elle ne peut exister, elle ne peut produire ses effets que si par ailleurs des conditions, et c'est pour ça que pour avoir une conception un peu plus sociologique ou matérialiste par rapport à ces normes que je qualifie d'idéales, pour comprendre dans quelle situation sociale, politique et culturelle la véritable reconnaissance de l'autre comme partenaire de l'échange et du dialogue est possible. Alors Nicolas Rousselier, il vous revient la lourde tâche de conclure et en plus sur l'époque contemporaine, mais on peut retenir de ce que vient de dire Antoine Lilti, effectivement la différence très notable entre curiosité pour l'autre et volonté de le reconnaître comme un partenaire d'un monde commun, en fait, pour faire monde commun. Et effectivement, la nécessité aussi, si je vous ai bien entendu, d'avoir en tout cas une conversation entre des expériences de vie, des expériences politiques très diverses. Donc, si on se posait la question pour finir de cette délibération politique dont on a commencé par dire qu'elle était peut-être un peu perdue, quelle forme vous aviez parlé, vous aviez tracé un peu l'idée d'une métamorphose aussi de ces espaces politiques. Quelle forme pourrait permettre aujourd'hui de nouvelles conversations politiques ? Oui, alors j'avais effectivement commencé tout à l'heure en disant qu'il y avait une sorte d'expulsion, exfiltration du débat hors du Parlement, ce qui est un comble. Mais il y avait une sorte d'oral de rattrapage, si on peut dire les choses comme ça. Effectivement, la démocratie moderne, et pas seulement en France, après 1945, a développé ce qu'on a assez rapidement appelé la démocratie sociale. On disait aussi la démocratie économique. Ça pouvait être des allusions au pouvoir de la parole, de la discussion à l'intérieur des entreprises. Et ça a donné, pendant une certaine période, l'idéal de l'autogestion. Alors c'est vrai que la démocratie, au moment où, en quelque sorte, pour parler vite, elle perd le Parlement, elle espère gagner du côté des politiques publiques et la manière dont on fait les politiques publiques. Donc, convention collective, paritarisme, Grenelle 68, Grenelle de l'environnement, je ne me souviens plus de la date, des assises, le Ségur de la santé, un conclave récemment qui n'a pas eu des résultats absolument convaincants, mais qui a existé, et des conventions citoyennes. Donc, il faut remarquer, et ma remarque est ultra simple, qu'il y a des signes dont on ne connaît pas encore le résultat ou le succès, mais il y a des signes du nouveau, et qui sont fondés sur, effectivement, des formes de discussion, des formes d'écoute. Je crois que les jurés, si on peut les appeler comme ça, de la Convention citoyenne tirée au sort, écoutaient notamment, ça pose peut-être un peu le problème qu'ils écoutaient de l'expertise qui, par définition, était plus forte que ce qu'ils pouvaient eux-mêmes connaître. Moi, par exemple, si on me tient une expertise sur les voitures et comment ça fonctionne, je n'aurai aucune capacité à peut-être penser par moi-même et à contredire ce que j'écoute. C'est le problème des conventions citoyennes. Mais au moins, elles ont le mérite d'exister et d'être des expériences. Pour peut-être vraiment conclure, et c'est à l'écoute de mes deux camarades, je dirais que la politique, c'est vraiment, enfin j'en ai encore plus pris conscience, complètement différent de la conversation. Aron, Foucault, etc. Et que je le vois dans les débats parlementaires de la Troisième République, on le voit dans cette démocratie sociale des Grenelles de 1995, le mouvement social. En fait, je pense que c'est toujours l'idée de la mixité, du régime mixte des Grecs, à savoir qu'il y a l'art de la guerre et l'art de la délibération. Il faut toujours les deux. C'est pas qu'il faut, c'est qu'ils sont toujours là. Ce qu'on appellerait en termes ségétistes, le rapport de force par rapport à ce qui peut être ensuite mis dans la négociation. Donc il me semble que d'un point de vue méthodologique, voilà, c'est Machiavel et Kant en même temps. Et on ne peut pas de toute façon les séparer. Si on voulait les séparer, ça n'est pas possible. Donc ceux qui pensent qu'on arrache
les droits sociaux que par le rapport de force, historiquement, c'est en partie vrai, en partie faux. Et ceux qui pensent, comme moi je le pensais un peu quand j'ai écrit le Parlement d'éloquence, qu'en fait il y a une possibilité où le Parlement à lui seul, enfermé dans une maison sans fenêtre du Palais Bourbon, peut produire la loi à la place des gens, c'est aussi une illusion. Bon, on terminera sur ces mots, Kant et Machiavel réunis. Et on a, je pense, on a une demi-heure devant nous pour prendre les questions voilà, que vous avez envie de poser. Oui, c'est ça, une demi-heure pour les questions. Alors, il y a un micro qui doit circuler. Mais oui, c'est ça. Et je pense que les micros... En fait, nous, on ne voit pas grand-chose en fait, à cause des lumières, mais voilà. Oui, mais le micro, je ne sais pas où est le micro, en fait. Voilà. Le micro va vous être donné. J'espère. Bon. S'il n'y a pas de micro, vous allez parler peut-être un peu fort. Vous venez ici, vous venez là pour vous poser votre question. Alors, je vais peut-être la dire pour toute la salle. Allez-y. Donc, la question du développement des réseaux sociaux. Donc l'impact des réseaux sociaux, si je résume bien, sur l'état de la conversation. Qui veut prendre cette Oui, je veux bien. Il y a pas mal d'études qui sont faites effectivement sur l'incitation à la haine sur les réseaux sociaux, parce que justement cette distinction que j'essayais de faire entre le débat qui appartient déjà à la sphère publique et la conversation qui est dans un soit privé, soit intermédiaire entre le privé et le public, évidemment, ces frontières, ces limites volent complètement en éclats sur les réseaux sociaux, puisque un texte, par exemple, public, publié sur un journal qui a son édition en ligne, peut donner lieu, effectivement, dans le privé de chez soi, à cet exercice de « mais quel imbécile », etc. Enfin, c'est très, quand même, un vrai problème que, justement, cette surveillance pour les journaux, pour les réseaux sociaux, ces veilles de surveillance pour toutes les insultes qui sont proférées, et très certainement du fait que l'adresse, elle n'est pas du tout identifiable sur les réseaux sociaux. C'est une adresse à la cantonade. Ce n'est pas nous, ici, comme des petits autres ou des petits mêmes, que des petits semblables qui sommes autour d'une table. C'est, voilà, quelqu'un qui est là, à qui je peux m'adresser directement, mais en même temps, je reste caché, donc je peux y aller, je peux être haineux. Ça change vraiment la condition de l'adresse. Alors que c'est un point commun du débat et de la conversation, qu'en principe, on sait à qui on s'adresse. Soit on est là comme sujet, comme personne privée dans la conversation, avec quand même ces divisions intérieures. L'altérité comme telle, elle est là, toujours en jeu. Et puis, soit, voilà, on s'adresse anonymement. Anonymement à quelqu'un qu'on a à peine écouté, à vrai dire. Ça permet un grand défouloir. Donc ça a permis cela, en même temps qu'évidemment, si on voit l'autre bord, puisqu'il y a toujours deux bords, c'est une circulation d'informations formidable. C'est effectivement les expertises citoyennes, puisque moi aussi, à brûle-pourpoint, si on m'interroge, si on me donne des rapports sur les voitures, je ne pourrais pas donner d'objection, je ne sais pas. Je ne sais pas, là. Effectivement, penser par soi-même, ce n'est pas tout tiré de soi. Il n'y a pas d'omniscience. Mais en revanche, il y a cette possibilité de communiquer avec d'autres qui savent. Et là, on voit par Internet, justement,
c'est l'autre bord, des initiatives d'expertise citoyenne qui se multiplient. C'est-à-dire que voilà, dans votre voisinage, eh bien, vous trouvez quelqu'un qui va être expert de tel matériau. Par exemple, quand il y a eu les débats sur l'amiante, eh ben, il va mettre un peu de son temps au service de... Et puis, il va communiquer. Et puis, on a un petit site web, un site personnel ou un groupe WhatsApp aujourd'hui. Et voilà, il y a aussi ce grand partage du savoir qui est permis par Internet. Il y a les deux bords. Il n'y a toujours pas de micro ou il y a un micro? Ah voilà, parfait. Ben, il y a plusieurs personnes que j'aperçois. Oui. Oui, bonjour. Je voulais vous remercier d'abord de la qualité du débat. On est en présence ici avec des lycéens de la spécialité humanité, littérature et philosophie. Je pense que c'est exemplaire pour cette jeune génération que d'assister à un débat dans cette quiétude et qui élève tout le monde. Et donc je voulais compléter ça, parce que je sens que cette question, ils l'ont sur les lèvres, alors je la porte en leur nom. Vous avez mentionné Kant, vous avez mentionné Machiavel. Bref, il a été question lointainement, mais de l'Europe. Et j'avais cette question, puisqu'on était quand même très sur une focale franco-française, ne serait-ce que dans la formulation de la question. Est-ce que vous pensez que cette conversation européenne, si tant est qu'elle existe, car je suis d'accord avec vous, il y a toujours la face noire, et on sait bien qu'à l'autre bout du continent, c'est tout sauf la conversation. Mais la conversation européenne, quand elle existe, est-ce qu'elle vous semble de nature à plutôt pousser la France vers une culture du débat, de l'apaisement? Bref, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de moment européen où la France s'européanise avec ce que ça veut dire de parlementarisation, etc. Voilà, je laisse la question ouverte. Merci. Écoutez, juste spontanément, la première réponse qu'on peut donner, c'est qu'il y a pour le moment un très grand écart entre l'art de la délibération et de la discussion dans le Parlement européen, dont on nous dit, bon, je ne suis pas spécialiste, mais dont on nous dit qu'il y a des transversales de groupe à groupe, des possibilités d'amender, des possibilités d'aboutir à des résultats qui ont été construits par plusieurs groupes en même temps. Et donc un très grand écart avec ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, puisqu'on est dans la paralysie des derniers jours en France. Alors, on peut constater que depuis quelques semaines, voire plus, il y a dans les débats publics constamment un certain nombre de personnes qui rappellent qu'il y a une capacité à faire négociation dans des démocraties européennes parlementaires et que nous, pour le moment, on n'y arrive pas. Donc, un peu par facilité, on dit qu'il n'y a pas de culture du compromis en France, ce qui veut dire qu'on est assez myope en histoire parce qu'on ne remonte pas jusqu'à Antoine Lilti et on ne remonte pas jusqu'à la Troisième République. Si vous faites un match, par exemple, vous avez 70 ans de Troisième République, donc une République du Parlement qui dysfonctionne, c'est vrai, de manière assez inquiétante parce qu'il y a un parallèle qui dysfonctionne dans les années 30, où on vote de plus en plus des lois d'habilitation, le gouvernement par décret, qui est la définition de la dictature chez Hannah Arendt. Donc, 70 ans et 70 ans de faits majoritaires qui écrasent le débat parlementaire. Donc, le terme essentialiste, nous n'avons pas une culture du compromis, me semble trop facile. Mais c'est vrai que là, bon, je dis rien de particulier, mais actuellement, on vit ce contraste, cette incapacité, pour le moment quasiment cette nullité française, nullité au sens on n'a pas de résultat, nullité française du compromis actuellement et un savoir-faire qui peut être danois, hollandais, parce qu'ils ont en fait des pratiques. Moi je suis frappé juste dans la période très des derniers jours, combien notre classe politique, comme nous-mêmes d'ailleurs, nous n'avons pas le savoir-faire des crises ministérielles. Alors qu'il y avait tout un savoir-faire des crises ministérielles sous la Troisième République, par exemple. Alors, pour être optimiste, c'est vrai que moi, je ne vois pas, par exemple, de raisons structurelles, philosophiques, par lesquelles, pourquoi on n'y arriverait pas. Je pense que, si ça se trouve, on est en train de voir que ce ne serait pas forcément très compliqué d'y arriver. Je pense que, pour parler de manière très concrète, une des conditions pour arriver à faire compromis et faire voter le budget, c'est de laisser au vestiaire les programmes des partis, donc de ne pas mettre comme condition la taxe Zuckman pour les uns, ou ne pas mettre comme condition de taper sur les immigrants, enfin, de taper sur l'AME pour les autres. C'est de laisser au vestiaire ces considérations de programme qui viennent au moment venu dans les campagnes électorales. Ça n'est pas le cas actuellement. Et d'arriver, bon, l'image est un peu osée, presque nu
autour de la table, hein, un petit peu dans la... on philosophe beaucoup aujourd'hui. Un peu comme le concept de voile d'ignorance de John Rawls. C'est-à-dire que pour penser de manière éthique, effectivement, il faut se dépouiller. C'est aussi un terme chrétien d'ailleurs. Bon, se dépouiller. Voilà. Donc ça, on ne le fait pas actuellement en France. Mais moi, je suis frappé par le fait qu'avec un tout petit peu de recul, on dit mais c'est pas très compliqué. On pourrait dire au PS, arrête de parler de la arrête de parler de la taxe du PS. Arrête de parler de la taxe. Je vais finir par revenir sur la taxe Zuckman si ça continue. Parce que... Arrête de parler de la taxe Zuckman parce qu'en fait, on ne sait pas. Évidemment, ça, et visiblement, ça fâche celui avec qui tu dois parler. Et puis à l'autre, on peut dire arrête de parler de programmes de droite. Bon, voilà. Donc, moi, je suis frappé par le fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui permettrait de faire quelque chose d'assez très modeste, puisqu'il s'agit de faire un budget. Voilà, ce n'est pas le budget à la suite d'élections qui sont des élections claires, qui donnent la victoire à un parti, c'est-à-dire à un programme. Le jour où le Parti socialiste gagne les élections... Qu'en pensent les Républicains alors ? Non, moi pas du tout. Donc, le jour où il y a la victoire d'un parti, à condition qu'on doive revenir vers ce mode-là où les élections délivrent un résultat clair. Et moi, je ne suis pas du tout sûr de ça. Je pense qu'il faudrait au contraire apprendre à vivre avec des légitimités faibles. Et ce ne serait pas une mauvaise nouvelle dans mon esprit, qui n'est pas les Républicains, qui est un esprit un petit peu de... Enfin bon, je dirais pas quoi. Bon, je veux bien répondre à juste, je sais qu'on n'a pas quoi, mais juste parce que ça. Non, mais c'est pas pour ça. Non, mais bon, je débat pas avec Bernard Arnault, mais alors peut-être, non, je vais pas revenir sur la taxe Zuckman, parce que je voulais pas du tout dire qu'il y avait un débat apaisé. Je veux dire que c'était un exemple intéressant de circulation, parce qu'on dit le débat, mais il n'y a pas le débat en général. Il y a des espaces de débat. Il y a les espaces intellectuels ou scientifiques de débat. Il y a l'espace politique. Il y a l'espace médiatique. Il y a l'espace culturel. Et la taxe Zuckman, elle me paraît quand même intéressante comme un cas de circulation d'un espace à l'autre, d'un travail qui est créé par un scientifique, un économiste, et qui tout d'un coup apparaît dans le débat public, et d'ailleurs avec un débat public dont on voit bien qu'il peut être soit d'ailleurs se passer assez bien, mais aussi avec susciter des réactions très, très virulentes. Mais quand même sur la réponse de monsieur, et puis puisqu'on a la chance d'avoir des lycéens, ce qui me frappe beaucoup, c'est que sur cette question, et moi je ne vais pas répondre sur la question proprement de l'expérience politique, même s'il suffit par exemple d'aller en Belgique pour voir qu'il y a des expériences de la crise politique, et qu'on voit aussi que finalement on peut se passer de gouvernement pendant un moment, donc ça nous rassure. Mais surtout, non, mais la question qui est, à mon avis, ça c'est une question fondamentale pour nous aujourd'hui, c'est que c'est évident que l'Europe et la réponse est une réponse incontournable à toutes les crises actuelles, et notamment que ce soit aux crises militaires, aux crises diplomatiques. Et on a un destin commun avec les pays européens. On ne s'en sortira pas autrement que par l'Europe. Mais le débat public, justement, reste national. Et ça, je pense que c'est lié à l'organisation du champ politique, c'est lié à l'organisation du champ médiatique. Mais franchement, je ne sais pas, dans cette salle, j'aimerais bien, combien d'entre vous peuvent dire quel est actuellement le sujet de débat important. Alors je dirais même pas en République tchèque ou en Slovénie ou en Lituanie, je dirais même en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Et donc notre méconnaissance, et qui est notre responsabilité collective, mais notre méconnaissance des débats, parce que le débat public reste organisé en termes nationaux, je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus grande faiblesse de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose auquel il est très difficile de remédier. Alors, il y avait 2 questions là-bas. Oui, voilà. Merci, c'était vraiment bien. Et merci au journal La Croix quand même, parce que la presse écrite, c'est quand même le socle du débat. Moi, je voulais revenir. Alors, je veux bien arriver autour de la table dépouillé, mais quand les gens viennent autour de la table dépouillés, il y en a qui sont plus dépouillés que d'autres.
Et je voulais revenir sur ce que disait Antoine Lilti, là, avec lequel je suis complètement d'accord sur les conditions sociales, économiques, culturelles du débat. Nous, on n'est pas d'ici, on arrive de Cherbourg, mais on loge dans l'ancienne baraque de mes grands-parents à Champigny-en-Beauce, qui est sur la route de Vendôme. Et ce matin, on s'est levé à l'aube pour aller chez Xavier Mauduit, parce qu'on adore commencer par les rendez-vous par Xavier Mauduit. Et on s'arrête au café à la Chapelle Vendômoise. Donc là, on est dans la France des Gilets jaunes. Voilà. Et là, même physiquement, même sans mener une conversation avec les gens qui étaient là, on avait deux dimensions différentes. Des gens qui prenaient le boulot, des gens qui allaient sur le chantier, etc. Enfin voilà, qui venaient prendre le café. Et ça, c'est vraiment quand même une question sur laquelle il faut se pencher, parce que chacun a des intérêts économiques et culturels, politiques à mener. Et cette question-là, moi, ce qui me dérange, c'est que pour l'instant, c'est soit l'abstention qui a gagné, et pour ceux qui votent, c'est soit le Rassemblement national. Le PS, si on prend ou les Républicains, enfin, je ne vais pas faire mais on va dire les partis traditionnels, historiques, si on prend les résultats des dernières présidentielles, c'est des astres morts, quoi. Voilà, alors, c'est un peu plus complexe que ça. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à retisser au niveau micro-territorial, à l'échelle du café. Dimanche dernier, j'étais au kebab dans la ville où j'habite, dans un quartier populaire. C'est formidable. Un café, on peut y passer des heures, etc. Et moi, ma question, quand même, c'était... Il y a la question, pardon C'est quand même, à mon avis, il y a l'expérience, vous l'évoquiez, monsieur Rousselier, un peu de l'après-guerre, de la 4e République, où il y a un moment, Parti communiste, CGT, où, ouais, mais ils viennent de dire qu'il fallait prendre le temps. Très bien, très bien. Voilà, la pression de la rapidité où je veux pas faire le coup, quoi. Et il y a un moment où le Parti communiste et la CGT, alors on peut être pour, contre, mais en maniant ces deux concepts que sont la lutte des classes et le raisonnement dialectique, ont mené des réformes sociales, politiques importantes pour le pays. Je pense à la sécurité sociale. Ambroise Croizat, qui était un communiste, dans son discours, avant d'être ministre du Travail, remercie Alexandre Parodi, qui était un résistant, un républicain évidemment, mais qui n'était pas du tout communiste. Et je pense que là, il y a peut-être, l'histoire repasse jamais les plats, mais quand même une méthode, une pratique militante du débat qui est peut-être à reprendre. Et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, quoi. Oui. Alors, vous vouliez réagir, ou c'était assez complet comme... Allez-y, Hélène. Oui, effectivement, moi je pense que vous avez raison. Il y a tout Ah pardon, il marche pas. Oui. Si. Ah ouais, oui. Effectivement, il y a une transformation des territoires, hein, comme on dit aujourd'hui, qui est très certainement responsable de la perte des lieux de sociabilité. D'ailleurs, les pouvoirs publics s'en sont émus avec les plans centre-ville. Aujourd'hui, les centres-villes sont absolument déserts. Il n'y a plus de cafés, il n'y a plus de bistrots, effectivement, qui sont des lieux de sociabilité où, si on prend la littérature du début du siècle, on voyait bien que des figures très polarisées de l'instituteur, du curé, et puis je sais pas, du notable du coin, le médecin par exemple, se retrouvaient au café et chacun savait ce que l'autre pensait, mais justement on discutait. C'est-à-dire que la perte des lieux de sociabilité, c'est très important pour comprendre aussi comment le débat, effectivement, est traversé par la haine. C'est-à-dire quand on n'est pas entendu, on n'exprime plus que de la rage et de la haine. Donc, c'est pourquoi renouer le pacte conversationnel. C'est-à-dire que ça, dans la conversation, il y a quelque chose du pacte avec l'autre. C'est-à-dire, on y va, il faut accepter qu'on soit déjà divisé. Après tout, la démocratie, c'est le régime de la division.
on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes idéaux, etc. Mais nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on est divisés. C'est-à-dire qu'en fait, la polarisation à laquelle on assiste, c'est pas du tout une pente du langage. En vérité, quand on parle, on se dit, tiens, mais pourquoi j'ai dit ça? Ah ben non, est-ce que c'est vraiment sûr? On doute. Le doute est beaucoup plus fait partie de notre fonctionnement que la polarisation. Avant de défendre ses idées, en fait, on doute. Et donc, il y en a un autre qui vient se faire l'écho de cette riposte intérieure qu'on a eue. On discute avec lui. Hein. Comme le disait Platon, la pensée est un dialogue de l'âme avec elle-même. Il y a d'abord du dialogue. Donc, renouer avec l'autre ce pacte conversationnel, ça fait exister la démocratie au local. Et là, je pense qu'effectivement, on milite pour des idées démocratiques, en le faisant. Juste un mot très rapide, parce que vous avez évoqué du coup les Gilets jaunes, et on a un exemple assez extraordinaire quand même du dévoiement du terme de débat, puisque vous vous rappelez que la sortie politique des Gilets jaunes, c'était le grand débat organisé par le président de la République avec la rédaction de cahiers de doléances. Alors moi, les cahiers de doléances, en tant que 18e, ça me rappelait quelque chose. Et donc le cahier de doléances, c'est quand même le moment où on donne la parole au peuple. Mais on lui donne la parole, il n'y a dialogue que si on l'écoute. Or, justement, on ne l'a pas écouté, puisque vous savez que tous ces cahiers de doléances, eh bien, ils sont restés, ils n'ont jamais été utilisés, on n'en a rien fait. Et ça a été au contraire plutôt la mise en scène, justement, la mise en scène d'un non-débat, c'est-à-dire d'un simulacre de débat. Et je pense qu'aujourd'hui, les difficultés auxquelles on fait face sont très largement liées, sont les conséquences du fait que le débat là, a été à la fois mis en scène et en même temps confisqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on donne la parole aux gens et qu'on ne les écoute pas? Eh bien, c'est le mépris, c'est la marque d'une société du mépris. Et il ne peut pas y avoir de dialogue et de débat et de conversation dans une situation pareille. Attends, je voudrais ajouter une touche plus historique sur la naissance de la sécurité sociale. Vous avez cité le nom d'Ambroise Croizat, le ministre communiste, Alexandre Parodi ou Pierre Laroque, aux fonctionnaires. En fait, cet exemple de la naissance de la sécurité sociale est vraiment dans les tentatives que nous avons fait de définir. Parce que ce n'est pas un débat interconvictionnel. Ce n'est pas les communistes qui ont convaincu les gaullistes, puisque c'est le général de Gaulle qui est le chef du gouvernement provisoire, ou les gaullistes qui ont convaincu les communistes. Je dirais que c'était plutôt une intersection entre les communistes qui veulent, par les nationalisations et la sécurité sociale, développer les droits sociaux au nom de la classe ouvrière. Et du côté du général de Gaulle, pourquoi il porte un regard favorable aux nationalisations ? C'est parce que c'est le gage d'un État fort, d'une économie puissante et de la renaissance de la France comme puissance, c'est-à-dire la grandeur. Donc là, vous avez une intersection. Si je dis que c'est presque une intersection de hasard, c'est un peu exagéré, mais c'est plus un rapport de force qui, en fait, s'est rencontré sur chacun veut la même chose pour des raisons différentes. Et donc, ça jette peut-être un peu de trouble dans l'idéal conversationnel. Alors, il y a une question ici et là. C'est les deux dernières, je pense. Il me semble. Et alors, on peut effectivement peut-être les prendre ensemble parce qu'il nous reste assez peu de temps. Alors, moi, très rapidement, je me posais la question si la difficulté de débattre ne vient pas aussi du fait qu'il y a une remise en question de la science, en fait, et d'un cadre commun dans lequel on pourrait penser. Et pour l'environnement, notamment, les difficultés de discuter avec un climato-sceptique, puisqu'on remet en commun le rapport du GIEC, etc. Et comment est-ce qu'on fait aussi pour retisser un dialogue quand on n'a pas un cadre de fondamentaux en commun? Très bien. On va prendre la deuxième, comme ça, on pourra répondre aux deux en même temps. Oui, moi je voulais savoir si vous pensez que l'évolution de la représentativité des femmes dans l'espace politique a modifié les conditions du débat pour aboutir justement à du commun, à des décisions, à de la négociation. Merci. Merci. Alors, donc dans quel ordre et qui veut répondre? À la fois sur la question du cadre scientifique commun, de l'autorité.
et la question de l'influence. Je vais bien dire un mot, et puis que si chacun veut dire un mot. Oui, enfin, la question de la science, c'est aussi la question de l'autorité. Enfin, qu'est-ce qu'une parole qui fait autorité, et effectivement, devant laquelle on s'accorde, enfin, à laquelle on donne son assentiment, parce que c'est aussi l'autorité de la science. Enfin, effectivement, on peut remettre, on peut discuter certains points des rapports du GIEC, si tu veux, mais enfin, en même temps, il y a cette autorité de la science, mais ça, aujourd'hui, c'est effectivement mis sur le même plan que la contestation. Il n'y a pas besoin d'arguments. Et ça, c'est un énorme problème, que de ce qui fait autorité dans le savoir, c'est pas reconnu. Là, je crois qu'on touche un point qui est effectivement très sensible. Quant aux femmes, je crois qu'il y a quand même un petit peu encore pas mal de progrès à faire, excusez-moi. L'expérience des femmes qui prennent la parole montre que bien souvent, quand même, il y a encore beaucoup à faire sur la reconnaissance d'une parole qui vient d'une femme. Enfin, c'est forcément plus d'invisibilisation sur les femmes que sur les hommes. Constat très simple. Il peut y avoir des mesures de parité, mais on peut aussi être à parité. Je fais souvent l'expérience dans des jurys paritaires que quand même la parole d'une femme, elle n'est pas exactement, elle vaut pas autant que la parole d'un homme, encore aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il y a encore du travail pour les générations qui viennent. C'est très bien. On a un fait. Oui, je vais répondre rapidement sur les deux questions aussi, et puis comme ça on laissera Nicolas conclure. Sur la question des femmes, je pense qu'on est au cœur d'un paradoxe, c'est-à-dire que effectivement, il faut, pour un débat de qualité, il faut un élargissement au plus grand nombre d'expériences possibles. Et donc, évidemment, l'expérience des femmes est absolument fondamentale et donc apporte. Mais elle suscite aussi, et c'est peut-être un des paradoxes actuels, c'est-à-dire qu'elle suscite aussi des phénomènes de violence en retour, de backlash. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a à la fois une parole féminine qui, alors il y a énormément de progrès à faire, mais qui néanmoins est plus présente, aussi bien dans l'espace militant, politique, et en même temps, du coup, que ça suscite des formes alors bon, toutes les formes de masculinisme, etc., alors très ouvertes, mais aussi parfois tout simplement dans les micro-interactions. Et donc, c'est absolument nécessaire, effectivement, de progresser, mais il faut bien voir que c'est pas simplement un apaisement du débat, parce comme on a pu le croire parfois un peu naïvement, par le fait d'une plus grande représentation des femmes, mais que ça suscite, et il faut être très vigilant par rapport à ça, des phénomènes de retour qu'on voit apparaître actuellement de plus en plus. Et sur la question des sciences, c'est évidemment fondamental, mais avec cette difficulté que, justement, les sciences sont une autorité, mais elles ne peuvent pas être une autorité au même sens que le droit ou la politique, parce que la forme d'expression de la science, c'est justement le doute. C'est-à-dire, normalement, chaque scientifique sait qu'une proposition scientifique, elle est un état du débat et qu'elle peut être amenée à être révisée. Et le vrai scientifique, c'est justement celui qui a des certitudes, mais qui n'a pas que des certitudes. Et donc, dans l'espace politique ou polémique ou du débat, il doit aussi se garder d'une forme de dogmatisme. Voilà, la science ne doit jamais être dogmatique. Et c'est pour ça que à mon sens, ce qui est extrêmement important pour un débat de qualité, c'est qu'à l'intérieur du débat public, les institutions, l'autonomie de la science, l'autonomie des institutions scientifiques soit respectée et défendue, plus que l'idée que la science est une autorité en elle-même. Elle est une des autorités, mais c'est plutôt l'autonomie des institutions scientifiques qui est fondamentale. Nicolas, à vous de conclure. Je vais terminer le débat lamentablement parce que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit.